Bon, bonjour à tous et bienvenue à tous dans notre 26e café Philippin républicain consacré aux prochaines élections européennes et à la campagne de boycott que nous organisons avec nos organisations PRCF, MPEP et les clubs Penser la France et que nous avons décidé d'initier. Ce 26e café est le premier de l'année 2014, c'est le premier également de notre nouvelle saison puisque les cafés reprennent après une période de suspension de 6 mois et avec un nouveau rythme bimestriel. Vous avez été nombreux à demander le retour des cafés et nous vous avons écouté, mais plus que tout, il est vrai que nous traversons une période politique extrêmement importante qui appelle la multiplication de lieux d'échange, de dialogue républicain, hyper républicain, pour préparer les combats politiques qui s'annoncent. Les prochains cafés auront des thèmes très différents mais complémentaires. Le 29 mars prochain, nous recevrons le général Henri Paris pour traiter des questions géostratégiques, comment penser le monde, l'Europe et la France entre la Chine et les États-Unis. Le 26 avril, nous recevrons des membres de la rédaction des Cahiers de l'Orient en Antonosphère, M. Salgon, que je remercie d'être présent ici, et M. Troudy, qui viendront nous présenter un numéro spécial des Cahiers consacré aux élections présidentielles en Algérie du même mois d'avril. Enfin, le 29 juin 2014, nous recevrons l'historienne Annie Lacroix-Ries qui nous présentera pour fêter l'anniversaire de la libération de la France son dernier livre, Industriel et banquier français sous l'occupation. Bon, vous l'avez noté, pas de café en février et en mai. En février, c'est le lancement de la campagne de boycott des européennes et pour certains d'entre nous les élections municipales. Et en mai, c'est pleinement la campagne de boycott des élections européennes qui nous occupera pleinement avec une soirée électorale exceptionnelle ici même, place de la Bastille, pour fêter la victoire du boycott. Nous voulons un boycott des Français à plus de 70% et nous pouvons y arriver. Le déroulement de ce café aujourd'hui sera le suivant. Nos trois organisations prendront la parole, Jacques Nikonov pour le MPEP, Georges Gasto pour le PRCF et moi-même pour les clubs Penser la France. Ensuite, nous donnerons la parole à plusieurs des personnalités ici présentes et je veux d'ores et déjà saluer M. Léon Landini, ancien officier FTP MOI, président de l'amicale Carmagnole Liberté. Merci d'être là. Monsieur Benoît Foucambert, responsable du Front syndical de classe. Monsieur Castio, responsable de Réveil communiste, merci d'être là. Et enfin également Michel de Seine, porte-parole du MPEP. Merci. Et enfin, après cela, nous lancerons le débat général. Bon, j'en aurai fini en vous précisant que vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre portail d'actualité, politiqueactu.com. Enfin, nous sommes aujourd'hui nombreux, donc je vous invite donc à l'autodiscipline, afin que tout le monde puisse s'exprimer et s'entendre au cours de nos échanges que je prévois passionnants. Merci à tous. Donc, il nous revient de commencer par une présentation technique du débat, avant d'exprimer la lecture politique des clubs Penser la France. Nous vivons actuellement une période historique, particulière en France comme en Europe, qui peut être qualifiée par deux termes. Nous sommes entrés dans une période à la fois post-nationale et post-démocratique. En un mot, tout, absolument tout, annonce la fin de la France, telle que nous la voyons encore aujourd'hui, fin des territoires, fin de la langue, fin du modèle social et culturel français. Inutile de vous dire à ce stade que nous contestons totalement ces choix et que nous entendons nous battre comme jamais pour imposer nos intérêts, ceux du peuple français. Nous allons voir comment s'est mis en place ce processus, quels outils opèrent et surtout qui a décidé pour nous. Alors, moment post-national, tout d'abord. Je ne vais pas insister sur ce point tant il est évident pour tous. Délitement et dépassement de la nation politique sont inscrits dans toutes les réformes en cours. Réforme territoriale, réforme linguistique, réforme de l'ordonnancement juridique, démantèlement organisé du système éducatif, démantèlement des armées, etc. La nation, et toute défense de la nation est caricaturée en nationalisme, le patriotisme en racisme. Derrière ce vol des mots, il y a un projet politique organisé et pensé. Nous vivons actuellement un bouleversement en Europe, seule région au monde où la nation est vécue négativement. Toutes les grandes puissances, États-Unis, Israël, Russie, Chine, Inde, Brésil, se vivent en nations fortes et souveraines. Mais en Europe, il faut défaire les nations. Et nous le comprenons alors très bien, il faut défaire les nations en Europe pour défaire la puissance de l'Europe. Ce projet vise ni plus ni moins qu'à assujettir l'Europe. Car qui peut imaginer que pour affirmer une puissance européenne, il faut d'abord et avant tout affaiblir chacune de ces nations constitutives. C'est un mauvais conte pour adultes immatures. Nous ne laisserons pas faire.
Sur ce point, je vais m'arrêter là, en ce qui me concerne et à ce stade, pour vous renvoyer au débat passionnant que nous avons eu avec Georges Gaston lors de l'université d'automne 2012 du MPEP à Aix-en-Provence, débat consacré à la nation. Et nous pourrons développer ce point, si vous le souhaitez, au cours du débat. Il reste que nous devons nous interroger. La mort des nations en Europe, au profit de qui? Pas celui des peuples, pas celui des nations, pas celui de la France. Ce projet est inacceptable. Nous vivons donc un moment post-national, mais également un moment post-démocratique. Sur ce point, je voudrais m'attarder quelques minutes. Moment post-démocratique, en effet. Mais c'est quoi la démocratie? Nous pourrions définir la démocratie selon un double concept contenu dans la notion d'état de droit. C'est d'une part le respect de la hiérarchie des normes, axe vertical, c'est d'autre part la séparation et l'équilibre des pouvoirs, axe horizontal. Voyons, si vous le voulez bien, cet axe vertical, la hiérarchie des normes. Vous le savez, plusieurs types de normes cohabitent dans l'ordre juridique interne français. Arrêtés, circulaires, décrets, lois et au sommet, la Constitution. Ce principe transparent s'impose à tous. Ainsi, lors d'un litige entre différentes normes, la plus importante s'impose à la moins importante. Au sommet se situe la loi sous la Constitution, votée par le Parlement français, incarnation et détenteur de la souveraineté populaire. Les traités internationaux, dûment ratifiés conformément à l'article 55 du titre 6 de notre Constitution, prennent place dans cette hiérarchie des normes sous la Constitution. Quid des normes européennes, directives, règlements et traités? À cette question, des réponses diverses et un flou artistique que seule la pratique évacue d'un trait. La Cour de justice de l'Union européenne a les pleins pouvoirs et s'impose à tous. Alors voyons cela de plus près si vous le voulez bien. Les juridictions françaises ont d'abord répondu à ces questions. La Cour de cassation, arrêt Jacques Vabre en 1975, le Conseil d'État avec son arrêt Nicolon en 89, Boisdet en 90 et Rothman en 92. Seul le Conseil constitutionnel a résisté jusqu'à tardivement. Par une décision 2004 concernant l'économie numérique, le Conseil constitutionnel revient partiellement sur sa position et valide l'ordonnancement des autres grandes juridictions françaises. Dorénavant, le droit de l'Union prévaut sur tous les textes de droit interne, y compris donc sur le texte constitutionnel. C'est la position constante de la Cour de justice de l'Union européenne. Depuis l'arrêt Costa contre Hélène 1964, réaffirmé par l'arrêt Cimental de 1978. Tout l'ordonnancement juridique français est donc soumis au droit de l'Union. Les outils et principes qui accompagnent cette prise de pouvoir sont nombreux. Principe de primauté, principe d'effet direct, théorie des compétences implicites, etc. Et un outil extrêmement puissant, le juge européen et tous les juges nationaux devenus auxiliaires de la CJUE. Toutes les juridictions nationales sont gardiennes du droit de l'Union, elles deviennent des organes supplétifs de la CJUE, nous dit ainsi l'éminent juriste et conseiller d'État Jean-Éric Schuttel. Ce droit de l'Union, enfin, s'impose aux États qui peuvent faire l'objet de condamnation de la CJUE via la procédure en manquement d'action en manquement dirigée vers les États. Ainsi, ce droit complexe, touffu, technique, dispersé, s'impose à des citoyens qui ne reconnaissent plus leurs droits. Alors bien sûr, il faut le dire, ce n'est pas cela la démocratie, dans laquelle la loi simple, claire, votée par le Parlement, émanation du peuple, la loi doit être connue de tous, accessible à tous. Mais il y a pire que cela. C'est notre axe horizontal, c'est l'organisation des pouvoirs et la séparation des pouvoirs. Principe cher à Montesquieu. Institutions françaises et institutions européennes cohabitent, obéissant là aussi à des règles complexes et peu claires, d'où il ressort que l'ensemble des institutions françaises connaît un sort insupportable et inadmissible. Pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont fixés classiquement par la Constitution de la Ve République. Si le titre 6 aborde la question des traités et accords internationaux, le titre 15 traite de celui de l'Union européenne. Nous allons, si vous le permettez, nous arrêter sur le seul exercice du pouvoir législatif. Il ressort des articles 88.1 et 88.7 de la Constitution une articulation des pouvoirs qui exprime la réalité des pouvoirs en France aujourd'hui, une perte totale de souveraineté. Le Parlement français, article 88.4 et article 88.6, devient une simple chambre d'enregistrement et de validation des projets d'actes législatifs et propositions d'actes de l'Union européenne. Les procédures de réformation de ces actes européens par le Parlement français sont rendues quasiment impossibles. D'autre part, le champ d'intervention du Parlement français, son propre champ normatif, vous l'avez compris, est entièrement soumis à l'ordonnancement européen, celui qui place la norme européenne au sommet de la hiérarchie des normes.
si bien qu'actuellement, le Parlement français est vidé de l'essentiel de son pouvoir normatif. Alors se pose une question toute naturelle. Mais où est donc passé le pouvoir législatif? Celui exercé par les représentants de la nation, le pouvoir de faire les lois, émanation de la volonté générale. Ce pouvoir a été transmis au Parlement européen, bien sûr. Eh bien non. Le Parlement européen n'a quasiment aucun pouvoir normatif, il n'en a jamais eu. Et ce ne sont pas les miettes données par le traité de Maastricht, puis celles données par le traité de Lisbonne, qui changent quoi que ce soit. Le déséquilibre institutionnel extrêmement grave instauré aujourd'hui en France n'est pas compensé par un équilibre institutionnel au niveau européen. Le pouvoir normatif est aujourd'hui exercé par la seule et toute puissante Commission européenne. Elle a pour bras séculier la Cour de justice de l'Union européenne et tous les tribunaux nationaux qui lui sont maintenant soumis. En un mot, nous avons assisté en à peine 30 ans à un véritable coup d'État silencieux, la prise de pouvoir d'une instance technocratique non élue et n'ayant aucun compte à rendre aux représentants des nations et des citoyens en Europe. Cette instance technocratique, c'est la Commission européenne, aidée en cela par la Cour de justice de l'Union. Ainsi pouvons-nous affirmer que la construction européenne a entraîné un déséquilibre total des pouvoirs en France comme en Europe. Le pouvoir juridictionnel, CJUE, et le pouvoir exécutif, Commission européenne, ont réussi un véritable coup d'État institutionnel. Les peuples sont entrés en soumission et n'ont plus aucun pouvoir. Nous pouvons alors conclure sur les terribles mots de Pierre Mendès France à propos du traité de Rome. Il y a deux façons pour une démocratie d'abdiquer, remettre ses pouvoirs à un homme ou à une commission qui les exercera au nom de la technique. Il disait ça, il écrivait ça en 1957. Nous sommes bel et bien dans une configuration décrite par Pierre Mendès France. Nous ne sommes plus en démocratie. Alors en conclusion à ce stade, il faut nous interroger. Mais comment avons-nous pu accepter cet état de fait? Comment avons-nous accepté ce viol de la démocratie? Mais nous ne l'avons pas accepté. Le peuple de France a voté par référendum en 2005, et de quelle façon, magistralement, contre cette construction européenne, parce qu'il a compris l'essence antidémocratique de cette construction. Mais alors, comment ont-ils osé en 2008, avec le traité de Lisbonne, s'affranchir du vote de la nation? Comment ont-ils pu, si ce n'est par mépris du peuple et de la nation? Dès lors, comment répondre à une convocation électorale pour participer à une mise en scène démocratique, pour élire des pantins dans un parlement sans pouvoir, un parlement de carton-pâte? Comment participer à cette forfaiture, alors qu'il faut nous révolter? Comment donner blanc-seing à ce coup d'État, alors qu'il nous faut fourbir nos armes? Vous l'avez compris, depuis maintenant plusieurs années, les clubs Pensez la France dénoncent la construction européenne. Nous demandons la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro, nous demandons la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro, outil financier de soumission, et surtout, et avant toute chose, la sortie de l'OTAN, qui est en fait la clé de voûte de ce système militaire de soumission des peuples et des nations en Europe. Dans quelques semaines, les Français vont être appelés à élire des représentants au Parlement européen. Cette élection est une forfaiture, cette élection est un crime contre la France, contre la nation. Nous devons donc transformer cette élection en référendum contre l'Union européenne. Nous devons mener une campagne magistrale de boycott actif, de boycott citoyen. Pour mieux le dire, nous ne voulons plus de cette Europe-là. Nous voulons réaffirmer la souveraineté du peuple français et de la nation. Nous voulons réaffirmer notre attachement indéfectible au précieux contrat social français porteur des plus belles valeurs, qu'il soit sous un seul commandement, liberté, égalité, fraternité. Nous voulons d'urgence un nouveau Conseil national de la résistance pour la France.